boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Une session extraordinaire s'est ouverte depuis ce lundi au Parlement béninois. Une session aux enjeux politiques sur fond de tensions froides sur la scène publique. Entre autres points qui suscitent le débat, la modification du code électoral, la poursuite d'anciens ministres Soubouni Yahi, le droit de grève et bien d'autres points. Et pendant que le débat se mène dans les milieux politiques, le professeur agrégé de droit, Joël Aïva, s'est aussi invité dans la danse avec une lettre adressée au numéro 1 du Parlement béninois. L'universitaire, très critique, attire l'attention sur la nécessité de préserver les acquis de la démocratie, la lutte contre le pouvoir de l'argent en politique et dénonce également des lois personnelles. Sur la question, ce soir, Vigile Arancet, bonsoir. Bonsoir Joël Tchogbe, bonsoir à tous. Un Joël peut en cacher un autre. Nelly Dodino, bonsoir. Joël Tchogbe, bonsoir. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir à vous. Bonsoir à vous Joël Tchogbe, bonsoir à tous. Alors Alphonse Moïse Soudé, quand un professeur décide donc de contribuer au développement de son pays, à la construction de la nation, et décide donc de pondre une lettre à l'institution parlementaire, quel sens donnez-vous à cela? Non, vous savez, le professeur a pris du recul. Il n'est pas politique, il n'est pas homme politique. Donc, il a fait une lecture, je dirais, objective des réalités parce que lui, il est professeur de droit. Il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il enseigne aux étudiants. Et quand il voit les différentes positions politiques que les gens affichent à travers ce débat, c'est normal qu'un professeur de droit tire la sonnette d'alarme et dénonce un certain nombre de principes parce que le droit et la politique parfois ne font pas bon ménage parce que quand vous voulez ramener la politique dans le droit, vous êtes obligé de tailler des lois sur mesure, vous êtes obligé de traduire dans la réalité vos aspirations futures et ça peut ne pas être forcément le bon droit. Donc en tant que professeur d'université, en tant que praticien du droit, il a bien fait, c'est-à-dire qu'il apporte sa pierre à l'édification d'une société juste et équitable. Donc je crois que le professeur, comme d'autres professeurs, pouvaient aussi réagir pour dire attention, nous allons sur une pente glissante et je salue cette initiative du professeur. Le leader du nom, Joël Aïva, n'a pas voulu rester silencieux face à ce débat. Il décide donc d'écrire une lettre, par ailleurs, une lettre très très critique par endroit, vis-à-vis donc des initiateurs du projet de modification du code électoral. Oui, c'est difficile pour un scientifique, pour un technicien, encore un universitaire de ce rang, de se taire face à ce qui se passe. On ne peut pas laisser la destinée de ce pays uniquement aux hommes politiques qui jouent sur le terrain des intérêts. Ce code, vous le savez très bien, c'est uniquement politique. Peut-être parce qu'on nous dira c'est une loi, c'est tout sauf une loi. Une loi est impersonnelle et une loi agit pour l'avenir. C'est-à-dire on légifère pour l'avenir. Mais malheureusement, ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec les différentes lois qu'ils ont votées depuis peu, c'est tellement personnel ces lois-là. Et ça ne légifère pas pour l'avenir. C'est-à-dire c'est pour l'instant, on règle un problème de l'instant. Alors que la loi, elle n'est pas conçue de cette façon. Les caractéristiques d'une loi, c'est ça. Impersonnel, agit pour l'avenir et pour le bien-être de la société. Mais quand nous sommes face à des lois, qui tout de suite on sait que cette loi est orientée vers telle cible, vers telle personne, et avec les 12 points inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, on se demande où allons-nous. C'est vrai, des personnes illuminées attirent l'attention. Mais le professeur Joël Aïva a pris la responsabilité sur lui d'écrire au président de l'Assemblée nationale pour attirer son attention sur ce qui est en train d'être fait. Et si on ne fait pas attention, nous risquons d'aller dans le décor. Parce que les lois, les codes tels que proposés écartent plus d'un. Pourquoi empêcher les autres d'y aller? Pourquoi éliminer une classe pour une élection alors qu'on parle d'une élection? La chose politique concerne tout le monde.
Tant que vous avez des convictions, tant que vous avez une idéologie, une idée à défendre et que vous avez un rêve pour ce peuple, pour votre localité, pour votre quartier, vous avez cette possibilité de vous présenter à une élection. Et ce sont ceux qui sont autour de vous, votre population qui va vous élire. Mais écarté, on a comme l'impression on veut éviter coûte que coûte la compétition. Pourquoi on parle d'un scrutin électoral des jeux démocratiques? On parle des jeux démocratiques. Et quand on parle de jeux, vous savez, les jeux, c'est une affaire de règles. On sait à quel jeu on joue. On ne change pas les règles du jeu en coup de jeu. C'est ce qu'on est en train de vouloir faire. On parle de jeux démocratiques. Les élections, c'est un jeu démocratique. C'est l'un des principes du système démocratique. Soit nous optons pour autre régime et on fait avec, on sait qu'il y a une royauté quelque part qui nous dirige, ou carrément nous versons dans un autre système totalitaire, tout simplement, et puis on dit Bénin, ce ne serait plus un pays démocratique, mais un pays où règne l'autoritarisme. Vigile avancé, Joël Aïvo, président de l'association béninoise de droit constitutionnel, et puis professeur agrégé de droit, il enseigne donc le droit public. Il n'a pas du tout peur de cadeaux aux initiateurs du projet. Je ne trouve pas que cette lettre soit critique haute mesure. Ça n'a fait que reprendre, n'est-ce pas, ce que disaient déjà la plupart des opinions qui s'étaient exprimées, n'est-ce pas, sur ces innovations du code électoral. Et Joël Aïvo, de mon point de vue, il a écrit cela compte tenu de son profil. Compte tenu de son profil, n'oubliez pas que Joël Aïvo, c'est désormais à l'international. Disons, c'est ce médecin que ce soit l'ONU, que ce soit la francophonie ou d'autres structures à l'international, commettent désormais, n'est-ce pas, pour aller comme un médecin au chevet d'autres pays en difficulté constitutionnelle. Et donc, mieux que d'autres Béninois qui peut-être sont à l'intérieur des frontières du Bénin, c'est lui qui est confronté, et, enfin, il n'y a pas que lui, qui est confronté régulièrement, n'est-ce pas, à ce label de démocratie qu'est le Bénin. Et c'est peut-être ce label qui a fait que lui, il est à ce niveau aujourd'hui. Vous voyez, c'est la démocratie béninoise pour lui, c'est cette marchandise, ce statique qu'il arrive à vendre. Et que vend le Bénin, que vend le Béninois à l'extérieur des zones. Et donc, c'est les premières interrogations à l'international, c'est peut-être à lui d'y répondre, mais comment vous avez pu faire ça? Qu'est-ce qui vous arrive dans votre pays? Désormais, 200 millions de francs CFA pour être député, pour que la liste passe, 250 millions si vous envisagez être président de la République. Vous voyez, ce n'est plus la démocratie, c'est plutôt la plutocratie. Pour ce label qui était le Bénin, ce label de démocratie que nous étions. Joël Aïvo, c'est ce professeur d'université qui enseigne quand même le droit à ses étudiants, qui a l'habitude, n'est-ce pas, de parler des normes. Et on est carrément dans la réécriture des normes. Je ne veux plus parler, par exemple, de ces dernières décisions de la Cour constitutionnelle, sur lesquelles vous l'avez entendu également. Voilà, la science se cherche, et avec le scientifique, vous voyez. Et donc, il ne pourrait pas se taire non plus. Joël Aïvo, il écrit au président de l'Assemblée nationale, mais au-delà de la personne du président de l'Assemblée nationale, il interpelle ce triplement président de l'Assemblée nationale, cet homme de droit comme lui, ce président d'un parti et ce mentor qu'il a peut-être respecté hier et peut-être qu'il continue de respecter parce que sans doute il a l'espoir que sa lettre pourrait avoir d'écho. D'ailleurs, la lettre a également été envoyée aux autres présidents de l'Assemblée. J'en viens. Donc il interpelle, n'est-ce pas, cette conscience morale qui devait être. Il interpelle les autres présidents de l'Assemblée nationale, les anciens, je veux dire, Idiko Laolé, Nago Mathurin Kofi, le professeur,
Il interpelle Amosso, Bruno. On ne peut pas, disons, c'est même un parlement de chance pour la démocratie, en principe. Donc, on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, cet éventail-là et, je sais pas, devoir casser la jarre, le label démocratie à ce carrefour-là, maintenant qu'on a, n'est-ce pas, tout cela assemblé. Mais Il les interpelle. Ils ne pensent pas comme vous. Ce n'est pas une cassure. Apparemment, il faut réformer le système partisan. Mais en démocratie, il faut aussi le débat. Ils ne pensent pas, d'accord, ils ne pensent peut-être pas faire mal au pays, comme vous dites, mais il faut s'ouvrir au débat. Donc, Joël Aïvo le fait. Joël Aïvo le fait parce qu'on est quand même, c'est quand même l'intellectuel, l'un des intellectuels de la République, où tout se tait dans cet attentisme où plus personne ne parle. Il s'est donné, il s'est cru ce devoir-là, n'est-ce pas, de parler pour que tout ne s'affaisse, qu'on dise que, eh bien, on était tous silencieux. C'est sans doute ça qui a dû l'inspirer, n'est-ce pas, à prendre sa plume et écrire, et surtout, encore une fois, parce que là, la session était là, à la porte, et voilà, il a eu comme cette solidité jusqu'à la fin pour relancer le débat. La preuve, c'est que nous en parlons ce soir. Vous voyez? Et vous trouvez, je ne sais pas si vous avez été curieux de savoir les échos du Parlement depuis hier où la session a été ouverte. Voilà des députés qui s'assemblent donc pour voter des lois. Vous avez dit qu'ils ne pensent pas faire mal, d'accord? Pour voter une loi pour, disons, en faveur du peuple. N'est-ce pas leur mission traditionnelle? En faveur du peuple. Mais ils se barricadent. Ils se barricadent pour voter des lois pour le peuple. Voilà le peuple qui vous a élu. Le peuple dont vous êtes les représentants. Vous parlez certainement des mesures sécuritaires prises. Vous avez parlé de mesures sécuritaires. Ils sont menacés de quoi? Moi, je pense que... Puisque quelques jours avant l'ouverture de la session, il y a eu des messages tendant à faire croire que les personnes auraient donc voulu investir l'esplanade de l'Assemblée. Vous avez dit investir. Mais pour protester notamment. Dans les pays démocratiques, n'est-ce pas l'expression de la démocratie que des organisations, des personnes, des manifestants aillent, n'est-ce pas, dire à leurs élus du peuple, nous ne sommes pas d'accord pour le sens, la voie que vous avez choisie. Dites-moi que c'est antidémocratique. Dans d'autres pays où ce n'est pas la dictature, n'est-ce pas, on prend des mesures pour encadrer. Et au Bénin, les lois prévoient qu'on encadre ces manifestations. Ce n'est pas bon cette image qu'on renvoie, n'est-ce pas, au monde, qu'on renvoie à l'international, que les députés, se disant, n'est-ce pas, bien inspirés pour régir nos élections, donc refaire la loi électorale, soient obligés de se protéger contre le même peuple. C'est un aveu, n'est-ce pas, de ce qu'on veut se cacher pour faire mal. Mais n'oubliez pas que le code pénal, surtout, également a été voté. Les dispositions du code pénal sont claires aussi. Et les dispositions du code électoral non autorisées. Les dispositions interdisent, n'est-ce pas, que les manifestants soient au Parlement pour manifester, dire, n'est-ce pas, leur désapprobation ou leur approbation. C'est cela? Et si ça n'a pas été autorisé? Si ça n'a pas été autorisé, la manifestation n'a pas été autorisée. Qu'est-ce que vous appelez autorisé? On est dans le régime d'autorisation? On est dans le régime d'autorisation, bien la formalité que prévoit la loi, on vous a dit qu'ils n'ont pas fait la formalité? Non, répondez. Répondez, Joël. Allez-y, non. Répondez vous-même, puisque vous posez la question. On parle de recul démocratique et j'estime que ces gens de pratiques qui perdurent et pour lesquels personne ne dit rien et qui... Ce sont les mêmes députés qui ont voté la loi. On vous dira simplement qu'on ne fait qu'appliquer la loi. Pourquoi? Mais est-ce que vous m'avez entendu? Quelle loi dit qu'il faut l'autorisation? Qui autorise alors? Moi, je parle du code pénal dans le même sens. Je parle du code pénal. Le code pénal dit quoi? Est-ce que vous l'avez lu? Mais qu'est-ce qu'il dit, ce Joël? Est-ce que vous l'avez lu? Regardez-vous, restez tranquille. Je le sais code pas pénal si vous arrivez ce soir. Vous avez lu le code pénal? C'est clair. Est-ce que l'organisation de la marche, est-ce que l'organisation de la marche, est-ce que ça a été autorisé, les attroupements? Parce qu'on pourra vous dire, ce que nous savons, parce que ça n'a pas été autorisé, vous ne pourrez vous attrouper. Vous informez l'autorité
de votre mouvement avec un itinéraire bien précis. Ce n'est pas une question de recevoir l'autorisation. Vous informez l'autorité. Ce n'est pas question de dire j'attends qu'on m'autorise. Aucune autorité ne vous autoriserait jamais. Mais je dis vous informez. Vous informez l'autorité que vous voulez marcher sur le Parlement en donnant votre itinéraire. Mais ce que je voudrais dire, je ne sais pas ce que les députés se reprochent. Et tout à l'heure, dans ma prise de parole, j'ai dit il faut qu'on fasse la différence entre le droit, dire le droit, et mêler la politique au droit. Parce que ce qui se passe, vous ne pouvez pas, on sait que le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Mais je me demande, les différentes lois, les codes qui sont votés, est-ce que nos députés connaissent les tenants et les aboutissants de ces lois-là? Parce que on ne devrait pas légiférer contre le peuple, mais on devrait légiférer pour le peuple. Et quand vous prenez des dispositions, vous prenez des lois qui vont à l'encontre du peuple, c'est normal que des gens se décident. On a vu sous le régime Jaïe, nos amis en robe noire, ils sont allés au Parlement. Est-ce qu'on leur a dit de ne pas aller au Parlement? Est-ce qu'on leur a interdit ça? Est-ce qu'ils ont cassé le Parlement? Ils sont allés exprimer leurs sentiments. Et les députés ont l'obligation d'écouter le peuple. Parce que quand vous êtes là, et vous ne pouvez pas être tout le temps intelligent. Mais il y a des spécialistes. Souvenez-vous que nous avons dit dans ce studio que chaque député devait avoir son cabinet et face à des lois données, il va consulter les spécialistes pour savoir est-ce que cette loi que nous voulons voter là, est-ce que cela répond aux normes. Maintenant, si vous laissez la politique prendre le dessus sur le droit, ça va se retourner contre vous. Ce n'est pas possible. On ne peut pas... tout à l'heure, Vigile a rappelé les montants. On veut désormais instaurer au Bénin ce que je constate, la plutocratie. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne faites pas la politique. Peu importe votre vision, peu importe votre programme d'activité, mais il faut avoir l'argent. Ça, ce n'est pas normal. Si les autres parlements avaient voté ça, est-ce que eux là, qui sont assis aujourd'hui au Parlement, ils seraient là? C'est pas possible. Il ne faut pas vouloir contenter un homme et tailler des lois sur mesure. Quand on légifère, il l'a rappelé, c'est pour l'avenir. On ne légifère pas en tenant compte des intérêts de l'heure. Parce que si ça se passe comme ça, et je vais le répéter, je l'ai toujours dit, c'est ces députés-là qui sont les premières victimes de ce code électoral qu'ils vont voter eux-mêmes. Nel Dodino, morceau choisi, dans la lettre donc de Joël Aïva, il dit ceci, si le code électoral est révisé dans ce sens, le regard du monde changera sur notre pays. Vous écorcherez l'image de marque de notre pays à l'étranger. Le diagnostic est également bon. Ça, c'est le professeur qui s'exprime. En revanche, vos approches de solutions ne sont donc ni démocratiques ni de notre temps. Elles ne règlent pas nos problèmes, mais les aggravent. Oui. Mais avant, je tiens à vous dire quelque chose par rapport à la manifestation. Le mois dernier, l'Argentine a voulu... Il y avait eu la loi sur l'avortement en débat au Parlement. Pendant les 5 jours qu'a duré les débats, il y avait eu manifestation, les pros et les anti. Donc, c'est de droit pour le citoyen de suivre ce qui se passe et d'influencer parfois ce qui se passe à l'intérieur. C'est sûr que ces parlementaires ont eu écho de ce qui se dit au dehors. Même dans les, comment vous appelez, les messes, les prêtres, ont eu à faire le débat au cours de leur culte. Donc du coup... Et pourtant c'était interdit. C'était interdit. C'est justement de ça que je parlais. Et pourtant le code pénal voté récemment interdit cela. On ne peut pas interdire à un citoyen de donner son avis et de défendre son avis. Ce n'est pas possible. Autant nous ne sommes plus en démocratie. Et pour revenir à votre question par rapport à l'extrait du professeur Joël Aïva. Vigile a dit tout à l'heure, c'est le modèle béninois que Joël Aïva, le professeur, vend à l'international. Vous savez qu'il est très sollicité en matière de constitutionnalité. Et il part de la base. Et la base, c'est la Cour, c'est la Constitution de notre pays. Il se réfère, même si il l'adapte au contexte de chaque pays, c'est comme l'élément sur lequel il se base. Et donc,
quand vous tripatouillez, on reste parce qu'on a une majorité, parce qu'on peut-être on a une cour constitutionnelle qui est favorable, on mélange, on fouille, on revient sur des décisions. Tout ce qu'on fait, du moment où nous opérons la conformité de ces lois à la Constitution, quoi qu'on dise, la Constitution est touchée. Et le regard que les autres ont de cette démocratie, de cette Constitution, autant respectée pour la Bible comme les autres. Je me rappelle de cette phrase de Désiré Vaudounon qui était en prison pour dire, en prison, en dehors de la Bible, la Constitution reste également notre Bible. Vous la lisez entre les lignes, vous interprétez, vous comprenez tout le sens. Si nous sommes encore État, c'est parce qu'on a une loi fondamentale qui garantit les libertés, qui protège les uns les autres. Donc un professeur de ce rang ne peut pas rester sans agir. Et il dit, oui, le diagnostic est là. Oui, nous avons ce pléthore de candidats. Nous avons des problèmes en matière d'élection. Le diagnostic est vrai. Mais les solutions proposées ne sont pas les bonnes. Vous pensez comme le professeur? Parce que vous, Joël, le médecin vous dit, fait son diagnostic et dit que vous souffrez d'un mal de ventre. Oui, c'est le mal de ventre. Mais si en vous appliquant le remède, vous dit, il faut qu'on vous tranche la tête, vous a-t-il rendu service? Ou quand il dit, il faut, bon, finalement, comme c'est un mal de ventre, il faut qu'on enlève carrément l'estomac pour vous empêcher d'avoir un autre mal de ventre. Non, le diagnostic est là. Mais les problèmes, les solutions proposées ne sont pas les meilleures. Surtout quand la politique prend le pas sur la réalité sociopolitique, prend le pas sur le droit. Nous sommes en train de parler des lois. Et quand on définit la loi, c'est ce qui régit la société. Si on pense que il faut se retrouver, il faut faire comme ça, il faut écarter des gens, il faut, ça nous amène où? Nulle part. Nulle part. Alors, Virgile Lavancet, je partage avec vous un autre morceau choisi. Hein. Le professeur qui dit ceci, si la plénière de l'Assemblée nationale adopte en ces points, le projet du code électoral, le bloc de la majorité parlementaire BMP, va à coup sûr inaugurer un cycle de règlement de compte, de vengeance et d'insécurité politique qui rattrapera donc tôt ou tard chacun d'entre nous. Le professeur ne se fait pas d'illusions, il désigne tout de suite le coupable. Et cela peut être pour l'histoire. C'est le BMP. Parce que... il a trouvé le coupable. Non, mais c'est clair. Coupable Vous savez, bon, il n'y a pas c'est pas des précautions comme nous en prenons. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le propre des scientifiques, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez guérir du mal, il faut aller tout de suite à la racine, là où, par où le mal monte, la source du mal. Et donc, tout le monde sait, devrais-je encore dire à Joël, Joël cette fois-ci du studio, que c'est le BMP, n'est-ce pas, qui est quand même le bras exécutant, n'est-ce pas, de tout ce qui est désir, voilà, du pouvoir. Allais-je dire ça? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un contexte où je ne sais pas comment on en est arrivé là. On nous a dit, n'est-ce pas, quel mécanisme il faut mettre en place pour pouvoir éliminer les adversaires politiques. Quel mécanisme faut-il mettre en place pour mettre, n'est-ce pas, les potentiels adversaires politiques qui vous mettraient le bâton dans les roues, n'est-ce pas? Comment faire pour clairsemer le paysage et avoir le boulevard libre? Donc, oui, le diagnostic est normal, on en convient tous. Mais ce qui est proposé comme remède ne répond pas. Je dis encore une fois. Le professeur invite d'ailleurs à une recherche active du consensus.
Ce que je ne comprends pas, que ce soit la révision de la Constitution, que ce soit la première tentative déjà, que ce soit la seconde tentative, que ce soit cette fois-ci le débat sur le code électoral, c'est ce refus du débat. Ce refus du débat. Mais dans une démocratie, la première expression, n'est-ce pas, de ce que nous appelons la démocratie, c'est quand même le débat. On dit vulgairement, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Ça, c'est connu, c'est d'abord de la Grèce antique et c'est resté jusqu'à présent. C'est d'abord, ça va avec la démocratie. Donc, moi, je ne comprends pas, n'est-ce pas, que, je ne sais pas, en plus, c'est paradoxal. On a un parlement, n'est-ce pas? On a un parlement qui a oublié 2015, mai 2015, comment le parlement est arrivé là, contre Boni Yahi. Et ce parlement qui s'était érigé pour défendre la démocratie, nous avait-on dit. Et on nous a dit cette nuit-là que c'est la démocratie qui a gagné contre la terreur. Comment ce soit ces députés-là qui sont allés chercher, pour utiliser un mot doux, un mot, voilà, chercher des collègues dans le camp d'en face pour venir renforcer leur position contre la même démocratie. C'est paradoxal. On vous dira que les lignes ont bougé en temps. Mais pourquoi les lignes ne peuvent plus bouger dans le bon sens? Pourquoi on ne peut pas continuer à œuvrer pour la démocratie? Comment on étudie, comment voilà, on comprend cette spécificité béninoise, pour ne pas dire BMP. Comment on comprend ça? Moi, je ne sais pas. Mais pourquoi? Regardez, depuis cette annonce, disons cette sortie du rapporteur de la commission des lois qui a officialisé ce qui était juste la rumeur, à savoir que les cautions avaient augmenté de 200 millions pour les législatives, 250 millions pour la présidentielle. Que le débat a continué, on peut faire le point. Combien on peut ouvertement soutenir ça pour ne s'en tenir qu'à caution? Combien ont soutenu ça? Les députés étaient-ils en vacances, c'est vrai? Ont-ils voyagé? Même en Argentine, on peut suivre aujourd'hui ce que se passe au Bénin. Et donc, pourquoi? Est-ce que des gens ont promis également aller au Parlement avec Kalachnikov? Pourquoi le débat ne devrait pas avoir lieu? Je ne sais pas. Donc, je crois que Joël Aïvo a sans doute fait l'effort, n'est-ce pas, d'écrire pour lui-même également jouer sa partition devant l'histoire. Et peut-être qu'il n'aura pas plus de force que ça. Il a fini d'agir, de mon point de vue. C'est aux députés de jouer. Donc on attend le jeudi, puisqu'ils nous ont promis le jeudi, pour voir bien de quoi ils vont accoucher, de ce qui pourrait sortir, n'est-ce pas, de leur nouvelle position, pour ne pas utiliser d'autres mots. Alors, Alphonse Moïse Soudé, Joël Aïvo a un pouvoir limité. D'ailleurs, il ne peut pas faire au-delà de cela. Il peut continuer peut-être les tractations dans l'ombre. Mais j'ai choisi encore un autre morceau avec vous de sa lettre. Il dit ceci: ce qui inquiète le plus au-delà de notre pays, le Bénin, c'est la prolifération des lois personnelles, des lois drones fabriquées pour porter des roquettes et des missiles programmés pour frapper des personnes que l'on connaît aisément. Oui, mais c'est ce qu'on a toujours dénoncé. Moi, j'ai dit, on dit que le président de la République, s'il doit être le candidat, il perd ses avantages. Écoutez, personne ne peut me dire, moi, Alphonse Moïse, que cette loi-là ne vise pas Nicéphore Soglo Yahi Boni. Personne. Personne ne peut me dire dans ce pays-là que cette loi, par exemple, ne vise pas ces deux-là. De quoi a-t-on peur? Si tant est que l'on veut vraiment compétir, de quoi a-t-on peur? Moi, je dis, il ne faut pas, parce qu'on a toujours personnalisé les lois. Et qui vous souvienne, quand on a voulu le deuxième échec de la révision, on a fait sortir Amos Bruno pour expliquer. Pourtant, ça n'a pas marché. Mais pourquoi veut-on tailler des lois pour éliminer? De quoi a-t-on peur? Qu'on laisse la compétition se faire, qu'on laisse le débat se faire. Parce que, je dis, les députés qui sont en train de légiférer dans le sens d'un homme, dans le sens
d'un pouvoir. Ils seront les premières victimes. Justement, vous parlez donc de Boni Yayi, de Nicéphore Dieudonné Soglo, tous deux anciens chefs d'État. Oui. Et on leur demande de renoncer à leur statut. Voilà deux personnalités qui peuvent conduire des listes. Vous savez très bien que si Boni Yayi aujourd'hui conduit la liste des FCB ou bien d'un regroupement de partis, ça passera. Vous savez très bien qu'en dépit de tout, si le président Dieudonné Nicéphore Soglo décide de conduire une liste, ça va partir. Pourquoi ces deux hommes l'inquiètent? Est-ce qu'il y a encore un autre ancien président qui veut être candidat à part les deux là? Donc on ne peut pas nous dire que ce ne sont pas les deux qui sont visés. Vous savez très bien que Yayi est toujours politiquement actif dans son fief. Vous savez très bien qu'avec les déboires qu'a connu Soglo fils avec le régime en place, pourrait amener son papa à conduire la liste RB. Donc pourquoi a-t-on peur? Écoutez, moi je sais, Boni Yayi n'aura pas... Un ancien chef d'État doit se reposer, nous attendons. Boni Yayi n'aura aucune gêne à renoncer aux avantages d'un ancien président pour conduire sa liste. Si on pense que bon, il va renoncer, il va s'accrocher aux avantages d'ancien président et ne pas conduire sa liste pour sauver la démocratie, les gens se trompent. Moi je voudrais que si le professeur désigne le coupable parfait, on n'en parle pas, c'est le BMP. Et ça, parce que, je dis, voilà des gens qui ont voté les lois à l'aveuglette. Mais, soit même en tant qu'homme politique, ces députés du BMP devaient se dire, mais si aujourd'hui, je vote ces lois-là, quand sera-t-il de moi demain? On a dit, je crois que dans le code, on a dit, si vous êtes condamné à 3 mois avec sursis, je vais vous dire, et je le répète, peut-être je peux me tromper demain, dès que le chef de l'État aura son code, il y a au Parlement des gens qui ont trempé dans la machine agricole. Il y a au Parlement des gens qui sont dans, qu'on appelle Maria Greta. Il y a au Parlement des gens qui sont dans ce Gub Gate. Ils sont nombreux là. Et dès qu'on va les aligner à la queue leu au tribunal, juste condamner les 3 mois avec ceci, ils ne seront plus éligibles. Ils n'ont qu'à penser à ça. Il y a d'ailleurs la criette qui a été installée seulement lundi. La Cour de répression des crimes économiques et du terrorisme. Donc ce n'est pas moi. Ils n'ont qu'à comprendre que déjà l'arsenal juridique est en train d'être mis en place pour les traquer. Donc ils n'ont qu'à faire attention. Il ne faut pas plaire à un homme et sacrifier la démocratie. Parce que il y a des gens qui sont passés par là. Et je crois que quelque part, Candide Dazanaï avait dit, je crois, il a dit qu'il n'a pas voté pour Adrien Humbedi, mais il voulait voter pour juste défendre la démocratie. Et aujourd'hui, je voudrais que les députés encore du BMP sortent, comme ils ont fait pour la deuxième tentative, où ils ont envoyé à M. Bruno devant les écrans pour expliquer pourquoi on veut modifier. Je voudrais que ce même BMP donne une conférence de presse, explique pourquoi elle veut soutenir ces modifications qui visent des hommes. Moi je dis, s'ils le font, ils en seront victimes. Parce que le chef de l'État va renouveler complètement la classe politique. Il va placer, parce qu'il a les moyens de payer les 200 millions pour sa liste. Il a les moyens de payer les 200 millions pour sa liste. Et si c'est lui qui doit payer les 200 millions pour sa liste, il va choisir en conséquence ses députés. Et dès qu'il va finir d'utiliser ceux qui sont là aujourd'hui, il va se passer la plupart vont couper en prison. Le Dodinou, des lois drones fabriquées pour porter des roquettes et des missiles programmés pour frapper des personnes que l'on connaît aisément. Alphonse Moïse Soudé, index déjà 2 chefs d'État, anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yayi. Est-ce que quand on parle d'anciens chefs d'État, dans le contexte africain, après avoir servi l'État à ce niveau, allez vous reposer? C'est ce qu'on leur dit gentiment. Je vais vous raconter une anecdote. C'est-à-dire, les lois censitaires rattrapent forcément ceux qui les ont éditées. Nous étions en 90, la conférence des forces vives de la nation, quand il s'agissait de créer la limite d'âge pour aller à la présidentielle 110 ans. Hubert Maga avait déjà 110 ans et il disait ceci: cette disposition, c'est contre moi. Ne m'enterrez pas vivant. Mais ceux qui étaient en face, c'était des jeunes. Un certain Adrien Humbedi. Sans compter avec le temps. Le temps l'a rattrapé. Il a eu 110 ans. Il était folklore. Juste pour vous dire, laissez le temps au temps. Ces lois qui devraient être impersonnelles, qui deviennent personnelles,
si Mbedi est encore président de l'Assemblée nationale, si Amoussou Bruno autant, malgré ses 80 ans, est aussi active, c'est parce qu'ils ont été frappés par la limite d'âge. Sinon, en 2021, ils allaient poser candidature pour les élections présidentielles. Mais en ce temps, pendant qu'on votait, on rédigeait la constitution, qu'on mettait ces dispositions, il y avait qu'en face Hubert Maga qui avait atteint un niveau d'âge d'homme. Juste pour vous dire ce que le diagnostic, les écrits du professeur, c'est des lois de Rome. On sait vers qui on va. On sélectionne dans quel camp il faut frapper. Alors qu'on sait soi-même que dans son camp, il y a à frapper. S'il y a à dénoncer, il y en a également dans son camp, avec preuve à l'appui. Des noms qui sont cités autant de fois, dans des dossiers scandaleux autant de fois. Mais on dit non. Comme ils sont avec moi pour le moment, attendez un autre régime pour le faire. Moi, je ne frappe pas dans mon camp. C'est ça, la réalité. Le professeur a vu juste et a attiré l'attention des uns des autres. Nous sommes à l'Assemblée nationale parce que on profite de ce confort. On vote, on aligne, on vote. Les yeux fermés, parfois je me dis, est-ce que les gens prennent aussi le temps vraiment d'étudier? En dehors d'étudier, de l'impact que cela crée. L'impact que cela crée dans la société. Et je me dis, ils le font exprès. Sinon, on ne peut pas vouloir faire une session extraordinaire qui engage la vie de ce peuple. Et s'entourer de policiers tout comme si il y a conflit, il y a guerre. Ils ont peur de quelque chose. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont conscience du dégât qu'ils sont en train de causer. Mais pour le moment, c'est l'intérêt du moment. C'est le jeu politique qui va les rattraper. Qu'ils votent ce code électoral à leur gré. Mais c'est sûr, comme Alphonse l'a dit, ils vont se retrouver 3 mois avec Chichi. La cour a été installée, la cour de répression des crimes économiques a été installée. C'est pas de ça, tout est programmé. On vote. La Cour constitutionnelle valide et on promulgue la même nuit et puis le lendemain, les poursuites vont commencer. Et c'est après, dès qu'ils vont finir de faire leur travail, et qu'on va commencer par les interpeller one by one, c'est là ils viendront nous dire, oui, la démocratie a un problème, il faut sauver la démocratie. Quand ça porte atteinte à eux, là, ils savent crier. C'est pour ça que je me rappelle, il y a bientôt 3 ans, lorsqu'il s'agissait des lits, le bureau de l'Assemblée nationale. Voyez la ferveur. Voyez la mobilisation au niveau de l'esplanade. Moi, je n'ai pas dormi. J'étais en éveil jusqu'à 2h, 3h du matin. Presque le Béninois, qui était soucieux des enjeux, ne pouvait pas dormir. Le Béninois ne pouvait pas dormir. Dès qu'on a fait 43-42, vous avez senti la 41-42. La ferveur. Moi j'étais à Papa, mais on sentait le bruit à travers. Tout le monde criait. Parce que l'enjeu était vraiment démocratique. Mais les mêmes aujourd'hui, parce que on veut aller aux élections, écarter tous les challengers, on voit ceux qui sont de potentiels candidats. Il y a pas... Il faut lire. On n'a pas besoin de maîtriser la politique. On n'a pas besoin d'avoir un niveau donné pour comprendre les choses. En clair, vous voulez dire que cette législature-là a violé le pacte qu'elle a signé avec le peuple. Oui. Le pacte républicain. Le pacte, c'est ça. Parce que si vous étiez en éveil cette nuit-là et suivre les débats jusqu'à l'heure-là, et par la même occasion, je tiens à rendre hommage à la doyenne d'âge qui a présidé les travaux. Elle a été tenace. Elle est encore là. Elle est encore là. Je lui rends hommage sur ce plateau pour ce qu'elle a pu faire cette journée-là. Elle était restée ferme, résistée jusqu'à cette heure-là. Une dame de cet âge-là. Et qu'on finisse avec ça, que ces mêmes personnes en qui le peuple a mis son espoir. Parce que ce peuple se dit, voilà des gens qui peuvent à un moment donné faire taire leur divergence et sauver la patrie mère. Mais voilà encore ces mêmes personnes qui sont juste pour des intérêts de leur, en train de violer les principes démocratiques avec une aisance
qui ne dit pas son nom. Une aisance qui fait craindre le pire. Parce que moi, je ne veux pas être à la mythe, mais tel que ça se fait, c'est comme du mépris à l'égard du peuple. Alors, je vais vous laisser souffler un peu. Vigile avanceur, Moi, je n'ai pas fini de souffler. nous demandons juste aux anciens chefs d'État de prendre leur retraite. Nous sommes dans un contexte africain. Quand on a été chef, on ne devient plus petit chef. Le dirait donc l'autre dont je tais donc le nom par ici. Est-ce que c'est opportun qu'un ancien chef d'État soit encore actif dans la vie politique et bénéficie des avantages liés à son statut, prend encore l'avantage donc lié à son poste politique? S'il te plaît, avant que Vigile ne réponde, je prends le cas de la Russie. Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Vladimir a été président de la République, puis devenu premier ministre sous Medvedev, et revient en tant que président. Ça dépend des enjeux. C'est pas parce que j'ai été président de la République que je paie toute ambition. Cela voudrait dire, en venant au pouvoir, en se portant candidat, il n'avait pas grande vision. Parce que ta vision, tu ne pourras pas me dire qu'en 10 ans, qu'en 5 ans, tu aurais fini. Oui, on va me dire les grandes démocraties ne peuvent pas. Vous pensez que si Barack Obama décide de devenir sénateur, on va le lui interdire? Parce que gérer une région, c'est aussi du pouvoir. Parce que votre vision, si vous n'êtes pas revenu, malgré que vous avez une vision, vous pouvez continuer par faire votre lutte en votre sein. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'affaire de petit chef. Laissez-le faire son jeu démocratique. S'il pense Il peut monter et descendre. Et même devenir après conseiller délégué de quartier. C'est au choix. C'est votre opinion. Vigile avanceur. Régime de double avantage. On veut mettre fin à ça. Pourquoi vous souriez? Non, pour moi, les choses sont tellement claires que... Excusez-moi, vous me fatiguez avec vos questions. Les choses sont tellement claires. Et pourtant, vous êtes là pour répondre. Mais oui, malheureusement. Engagé pour la nation. Mathias, son père, le politologue, peut-être lui, il est encore mieux placé pour le dire. Il vous a dit, il a dit aux Béninois, au BNP. J'aime de moins en moins le BNP. Parce que le BNP, ça n'a pas de visage. C'est Arif Aribako. C'est anonyme. C'est Arif Aribako. Voilà, c'est les noms qui m'arrivent, hein, comme ça. Mon cher ami, Jean-Michel Abimbola. Puisque je cite plus les anciens présidents de l'Assemblée nationale. C'est Janvier Yawedéou. Voilà ceux-là qui sont entrés. Voilà. Donc, il a dit, Mathias, son père, il a dit à ses députés que ce qu'il propose, cela ne s'est vu nulle part au monde. On ne peut pas demander à un ancien président de la République, parce qu'il a dirigé le pays, de prendre sa vacance politique. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas de la démocratie, ça. Et mieux, vous ne voyez pas la mauvaise intelligence dans la proposition des députés? Vous y voyez. Vous ne voyez pas la discrimination claire, la discrimination qui parle. La discrimination dit, dès que vous avez l'intention d'être candidat, vous renoncez, vous payez. C'est-à-dire, vous la restez tranquille. On aurait dit, hey, restez tranquille. Mais si vous voulez, ah non, les avantages, vos avantages que vous avez là, eh bien, vous y renoncez. Vous n'y avez plus droit. Vous ne serez plus gâté par la République. Mais le régime de double emploi, comme vous dites, double fonction, mais c'était déjà régi. On avait déjà une tradition en la matière. Vous êtes DG, vous êtes ministre, vous êtes élu député. Et la loi dit c'est 30 jours pour choisir. Donc, si ce n'est pas la précipitation, la précipitation qui habitait le cher député BMP, c'est deux encore une fois la proposition, il ne se serait pas pris dans ce piège-là. Il laisse les choses telles quelles et ça serait régi, n'est-ce pas, par ce qui avait cours, à savoir... Le régime des incompatibilités. Voilà, 30 jours après, vous choisissez. Et si nous parlons d'avantages, pas de fonction. L'ancien chef d'État n'est plus en fonction, mais il bénéficie des avantages quand même. Mais justement, puisque ici, c'est l'intérêt, voilà. Le matériel surtout. Non, voilà, l'intérêt financier, l'économie pour le pays. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'on veut préserver, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas le faire ainsi? Est-ce que vous pensez que c'est démocratique de dire, dès que vous avez l'intention d'être candidat, c'est comme si, en principe, vous n'avez pas le droit d'être candidat?
C'est de la précipitation qui amène à se dévoiler ainsi. C'est de la précipitation. Et c'est là où bon, peut-être avez-vous le droit, cette loi qui avait été votée et auquel vous faisiez allusion. Le code pénal. Le code pénal. Vous omettez le code pénal de la feuille de route de tout ce qui survient par la suite. Vous ne savez pas que le code pénal préparer à tout ce qui arrive là. Vous ne saviez pas? Le code pénal est une loi à dénoncer dans sa forme là et elle a été dénoncée. Mais encore une fois, le code pénal, ça a été voté comment? Devrais-je vous rappeler ça? Nuitamment. Devrais-je vous rappeler ça? Non, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les béquilles de la démocratie étaient en train de tomber. Et je peux dire que c'est les grosses béquilles qui tombent actuellement, par exemple. Et en face, nada, silence. Moi, on a entendu les jeunes crier. Sans doute, ils ont pris la route de Porte-Novo. Mais il avait le cordon sécuritaire. Non, vous avez dit sécuritaire. Sécurité contre le cordon policier pour les arrêter. Ça, ce n'est pas démocratique. Et puisque nous avons encore l'expression, la libre expression, devons le croire, parce qu'on vous dira qu'on vous sur la FM, on doit le dire. On doit le dire. Mais il y a un raisonnement que je voudrais partager avec vous. Ce raisonnement-là, c'est l'ancien ministre en charge des relations avec les institutions, Gustave Depossolon, qui a eu à tenir ce raisonnement. Il dit, mais si vous permettez à un ancien chef d'État de devenir donc député, qu'adviendrait-il au cas où le président de l'Assemblée il devenait le numéro 1 de l'Assemblée? Le chef de l'État, on déclare vacances de poste au niveau donc de l'exécutif d'office, il prendrait la place. Et s'il faisait 2 mandats avant de se retrouver là, un certain Boni Yahi qui a déjà fait 2 mandats par exemple, alors que nul ne peut faire 2 mandats. C'est un raisonnement qu'il a eu à tenir. Non, heureusement, j'ai discuté de ça avec lui, personnellement, Gustave Sonon. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est plutôt un journaliste ou ancien journaliste, il n'en sait rien, très actif désormais sur les réseaux sociaux, qui a repris ces paroles, qui les a transformées pour le faire dire ce que vous venez de dire là. Voyez? Mieux, le professeur de droit, Philippe Ndiadoumé, est passé dans ce studio, il a réglé. Depuis ce problème-là, on pouvait avancer. Un mandat ou une transition que prévoit la Constitution, 60 jours, vous voyez, ça ne correspond pas à un mandat. Donc, il n'y a aucun problème que Boni Yahi devienne demain président de l'Assemblée nationale, qu'il ait à assurer l'intérim du chef de l'État, la vacance de pouvoir. Ça ne pose aucun problème, c'est réglé ça. C'est une confusion. Il ne peut même plus être candidat. Il ne peut même plus être candidat. Il ne peut plus être candidat, donc je ne vois pas là où se trouve le problème. Donc ça, c'est dépassé. Je viens de vous dire que même Gustave Sonon dit qu'il n'a jamais dit ça, sous cette forme-là. Voilà. Alors, Alphonse Moïse Soudé, après cette lettre transmise aux députés à l'Assemblée nationale, la 7e législature, on doit s'attendre à quoi maintenant? Est-ce que le professeur va aller faire dodo, aller dormir? Bon. Non, il y a 2 schémas où les députés se décident à écouter la voix de la raison, à entrer en eux-mêmes pour dire quelle démocratie voulons-nous désormais appliquer au Bénin? Est-ce la plutocratie? Est-ce que c'est la démocratie d'une certaine élite au détriment du peuple? Est-ce que c'est une démocratie qui brime le peuple? Je suis convaincu que les députés du BNP ont lu la lettre du professeur. Ça là, je n'en doute pas. Ils ont lu. Certains vont dire, ah, écoutez, celui-là, est-ce qu'il ne dit pas la vérité? D'autres diront, jetez-moi ça à la poubelle. Mais, le comportement des députés du BNP, il faut le lire autrement. Il y a des gens qui ne sont plus eux-mêmes, qui sont obligés d'agir, de faire la volonté du prince parce que ils ont trempé dans des affaires. On utilise ces affaires comme moyen de pression sur eux. Tout compte fait. S'ils votent le code dans l'État, ils vont passer à la prison. Parce que j'ai dit, quand j'ai lu... Vous êtes un peu trop péremptoire. Non, on a dit 3 mois avec sursis. Vous venez de nous confirmer qu'on a installé la Cour de répression des crimes économiques. Est-ce qu'il n'y en a pas là-bas? C'est pas moi qui cite le nom. Est-ce qu'il n'y en a pas là-bas?
Et quand tu as commis des crimes économiques, on a installé l'appareil juridique pour te juger. Tu vas passer. Et tu vas passer. On va te condamner à 3 mois avec ceci. Donc, basta, folklore. Tu ne seras plus candidat. Joël, surtout, tu permets? Oui, Nelly Dodjinou. La création de cette cour, c'est pour qu'il y ait célérité dans les affaires. Parce que si on ne crée pas cette cour, ces affaires iront se noyer dans l'eau de tout ce qu'il y a comme droit. Maintenant, on crée une cour spéciale. Les dossiers pourront très vite passer. C'est-à-dire la célérité pour prendre ces dossiers. On convoque la personne aujourd'hui, l'audience, c'est peut-être dans la journée, et puis bon... La sentence tombe. C'est la célérité. Et si eux-mêmes, ils pouvaient voir le danger venir. Mais j'espère parfois, je me dis, il faut les laisser peut-être faire pour voir la sentence. On se protège. On pense qu'on est à la droite du Père, protégé par le Père. On ne craint rien. Sans compter avec que le Père parfois a ses plans B. Et que nous sommes en politique. Chacun joue. C'est le jeu. Et c'est pourquoi ils doivent réfléchir. Parce que cette cour qu'on a installée, c'est pas anodin, c'est pas innocent. On va régler des comptes. On a dit crime économique. C'est-à-dire que... Mais pour l'instant, la poursuite engagée, c'est-à-dire que le bien... c'est contre les anciens ministres. Hein, c'est contre les anciens ministres. Qui seront certainement peut-être les premiers clients. Oui, ils seront les premiers clients. Et ils ne seront pas les derniers clients. Il y a des gens, quand ils vont finir leur mandat, de député, qu'ils soient réélus, s'ils ne sont pas réélus, ils auront chaud. Ils vont passer là. Parce que la politique, le prince, quand il est là, il fait le vide autour de lui. Et je dis, quand on monte à 200 millions, 250 millions, ça veut dire quoi? Qu'on veut installer un régime des riches. Si tu n'as pas l'argent, désormais au Bénin, tu ne dois plus faire la politique. Quelle que soit ton intelligence, quel que soit le projet de société, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux plus faire la politique. Et si tu veux avoir l'argent, tu dois certainement faire allégeance. Donc je voudrais que les députés prennent la mesure du danger. Mais ils sont libres. Ils ont le libre arbitre. Nous, on est là, on analyse. Mais l'argent au moins va leur donne des pistes. Si vous voulez, on nous a dit il faut limiter l'influence de l'argent dans la politique du Bénin. Il faut empêcher l'argent désormais de dicter sa loi à la politique. Mais on porte la caution pour la présidentielle à 250 millions. On porte la caution pour les députés, pour la liste à 200 millions. Qu'est-ce qu'on veut réduire là? Est-ce qu'on veut empêcher l'argent de se faire roi dans la politique? Ou bien maintenant, on invite l'argent à désormais prendre la place de la raison dans la politique? Il faudrait que les députés y pensent. Moi, je ne suis pas député. Mais quand ils seront gardés au chaud là-bas, je n'irai pas leur rendre visite. Vigile Avancé, un dernier mot sur la question? Aucun mot. Aucun mot. Vous éprouvez du dédain par rapport à la question. Voilà, alors, je vous lis. Elle te dit nous? Bon, tout ce qu'on va souhaiter, c'est que au moins se débattre ce soir. Ce débat, même s'il l'a pas initié, le professeur Joël Aïvor, ça a suscité quand même le débat. Et que ce débat que nous venons de faire, qui de droit a suivi? Qui de droit a suivi? Et ils pourront à un moment donné se dire, en dehors de la politique que nous faisons, il y a ce peuple, il y a l'avenir de ce peuple, le devenir des enfants de ce peuple. Et que la démocratie telle que nous voulons, nous pouvons travailler à l'améliorer. Rien n'est parfait dans ce monde, mais on peut l'améliorer. Mais quand on sent trop de la politisation des choses et que le droit, je le rappelle, la loi est impersonnelle, elle légifère pour l'avenir. Le professeur Joël Aïvor jette ainsi donc le pavé dans la malle. Le débat pourra donc se poursuivre dans les rues, dans les maisons, au Parlement, dans les institutions de la République. En tout cas, nous pensons que nous avons donc joué ce soir notre partition. Et le Dodjinou, Vigila Rouansé, Alphonse Moïse Soudé, merci à chacun de vous. Merci donc pour vos différentes contributions. L'intégrale, c'est encore demain. On se retrouve.